Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Quand l'intelligence artificielle se met au service de l'éducation, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ce petit outil ChatGPT dont l'utilisation au sein du système scolaire fait débat, il faut le dire, mais il n'y a pas que l'IA générative. D'autres applications d'intelligence artificielle sont possibles. Elle permet notamment de personnaliser les apprentissages. Un jeune sur deux aimerait apprendre grâce à elle. D'ailleurs, dans les 5 prochaines années, c'est ce que nous apprend la dernière étude GoStudent. Nous en parlons aujourd'hui avec Éric Chérel, directeur du pôle écosystème numérique du Learning Planet Institute, un centre de recherche spécialiste des technologies numériques qui publie donc une tribune sur l'IA dans le système éducatif. Bonjour Éric Chérel. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Ma première question est simple, pourquoi vous avez publié cette tribune sur l'impact de l'IA dans l'éducation ? Alors il se trouve que le Learning Planet Institute est cofondateur avec l'UNESCO d'un mouvement mondial sur l'éducation qui s'appelle l'Alliance Learning Planet. Une alliance pour la planète apprenante, et que dans ce cadre-là, on organise en fait une semaine thématique pour la journée de l'éducation qui a lieu le 24 janvier tous les ans. Et du coup, le sujet chaud de cette année, un des sujets chauds en tout cas, c'est effectivement l'émergence des IA génératives et les impacts qu'elles vont avoir dans le monde économique en général, mais dans le monde de l'éducation en particulier. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu vraiment une explosion des nouvelles technologies ces derniers mois. Et on s'est saisi rapidement du sujet. Et je pense que c'était d'actualité, ça a soulevé beaucoup d'intérêt. C'est ce que vous dites, tous les grands noms, c'est vrai, du web investissent désormais massivement dans l'intelligence artificielle, notamment générative. Justement, est-ce qu'au sein du Learning Planet Institute, c'est un sujet de recherche de plus en plus traité ? Ça, vous en rendez compte ? Alors, on a monté une équipe sur la recherche d'intelligence artificielle appliquée à l'éducation il y a à peu près 4 ou 5 ans. Oui. Donc, j'avais engagé d'abord un data scientist pour commencer à explorer la problématique. Et puis, on a fait pas mal d'expérimentations avec des partenaires technologiques et institutionnels variés. Et du coup, on était déjà dans ces problématiques-là. Et c'est vrai que là, il y a eu vraiment une accélération, surtout auprès de la perception du grand public, mais pas que. Enfin, on a vu la génération d'images, la génération de textes, les générations maintenant même de vidéos qui commencent à arriver avec une espèce d'accélération exponentielle de ces technologies. Et du coup... Quand vous parlez de la perception du grand public, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'on commence à en entendre parler davantage, à savoir ce que c'est, à en comprendre les tenants et les aboutissants ? Si on parle par exemple, prenons OpenAI, qui est un peu un des acteurs majeurs du sujet, ils existaient déjà l'année dernière. Mais prenez quelqu'un dans la rue, personne n'avait entendu parler d'OpenAI, c'était quand même quelque chose de relativement confidentiel. Et là, c'est vrai que quand on a vu l'atteinte de millions d'utilisateurs en une durée extrêmement rapide de ChatGPT, ça a été quand même révélateur de quelque chose. Enfin, moi, je travaille dans le numérique depuis très longtemps, et c'est vrai que cette espèce de Graal du test de Turing, en quelque sorte, d'être capable de discuter avec une IA sans se rendre compte que ce n'est pas un humain. On n'y est pas encore tout à fait, mais on a fait quand même un grand pas en avant dans cette direction-là. Donc c'est déjà le cas si vous jouez aux échecs avec un ordinateur, vous êtes plus capable de voir si vous jouez avec un ordinateur ou un humain, ou avec un jeu de Go depuis quelques années. Maintenant, si vous pouvez discuter avec un ordinateur et ne plus vous rendre compte que c'est le cas. Sur ce sujet de l'IA dans l'éducation, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette tribune-là, ces conclusions-là, elles sont destinées à qui ? Est-ce qu'elles sont destinées aux acteurs du monde éducatif, justement, aux acteurs de la tech ? C'est les acteurs du monde éducatif au sens large, parce qu'il y a aussi un aspect qui est important, c'est de toucher un peu les décideurs et qui prennent un petit peu la mesure des transformations possibles. Donc les pouvoirs publics ? Les pouvoirs publics, quelque part, nous on est en lien avec des acteurs comme l'ONU ou des réseaux internationaux qui, eux aussi, ont une force à la fois médiatique, de régulation également, parce que c'est vrai que ces aspects éthiques, il y a des enjeux qui sont assez larges. Si on reprend globalement l'histoire des sciences cognitives, de l'éducation au sens large, c'est vrai qu'on a souvent parlé de soi-disant rupture. Je me rappelle avoir vu des tribunes sur l'arrivée des MOOC, c'est la fin de l'université, mais précédemment, il y avait l'arrivée de, la vidéocassette, ça va remplacer le besoin de l'école. Enfin, si vous prenez le début des années 80 ou fin des années 70, vous aviez ce genre de choses. Bon, on a bien vu que ce n'était pas le cas. Maintenant,
si on prend un niveau cognitif plus élevé, par exemple, l'apparition de l'écriture a permis aux humains de sortir des choses de leur mémoire qu'ils devaient avoir dans la mémoire individuelle ou collective, totalement dans leur cerveau, de la désolidariser, de la coucher sur le papier ou sur une tablette d'argile, ce que vous voulez. Donc il y a une révolution cognitive assez profonde. Mais si vous voyez par exemple Socrate lui-même s'inquiétait du fait que les gens allaient devenir bêtes, parce qu'ils n'avaient plus besoin de retenir les choses. Du coup, est-ce qu'on est capable de processer l'information en ayant posé l'information sur du papier ? La question était légitime. Bon, certes, je pense qu'aujourd'hui, un humain a une moins bonne mémoire qu'avait quelqu'un avant l'apparition de l'écriture. Depuis, je dirais que même l'imprimerie, ce n'est pas aussi massif comme changement. Si demain, par contre, vous avez la capacité de raisonner qui est aussi poussée que celle d'un humain dans plein de domaines, ou de classer des informations, ou de faire des résumés, qu'est-ce que ça va changer dans votre fonctionnement cognitif, par exemple ? C'est des questions qui sont assez fascinantes. Alors évidemment, c'est assez prospectif, on n'en est peut-être pas là. Mais il faut se les poser, ces questions. Il faut se les poser. Il faut se les poser. Et d'où vient l'information ? Qui la maintient ? Qui maintient ces algorithmes ? Sont-ils compréhensibles par des humains ? Beaucoup de questions très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques exemples ? Moi, j'ai parlé d'IA générative. J'ai aussi parlé en préambule de cette émission de cette intelligence artificielle qui servirait à la personnalisation de l'apprentissage aujourd'hui pour s'adapter plus facilement à chaque élève. Voilà, adaptive learning aussi, on en a beaucoup entendu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas concrets d'application de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'éducation pour qu'on se rende compte à peu près où est-ce qu'on en est ? Voilà. Alors, l'adaptive learning, c'est pas nouveau. La différence, c'est que là, on n'est plus forcément dans des scénarios qui sont scriptés, où on a finalement, dans tel cas, on fait ça, quand on atteint tel score, on va dans telle branche, etc. Mais des choses qui sont beaucoup plus soft, où en fait, le système est capable de s'adapter plus finement à des situations un peu ambiguës, un peu floues. Les adaptations, des choses concrètes, je peux vous en donner plusieurs. Par exemple, il y a un groupe dans le mouvement Open Education Global, il y a un groupe d'enseignants, surtout du supérieur, mais pas que, du monde entier, qui se sont mis en commun pour réfléchir à comment utiliser intelligemment l'IA, et notamment les IA génératives, dans des scénarios pédagogiques intelligents. Alors ça peut passer de faire de l'IA à une sorte de moteur de questionnement socratique pour vous obliger à creuser un sujet. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Il y a des gens qui ont poussé assez loin la capacité à débattre de l'IA. Par exemple, on lui demande de débattre un point de vue pour que l'étudiant apprenne à débattre le point de vue opposé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est le besoin d'esprit critique qui devient beaucoup plus important. Parce que si vous demandez, par exemple, ChatGPT de vous générer un article scientifique, il le fait. Sauf qu'en fait, il hallucine un article scientifique. Il fait l'article scientifique qui lui paraît le plus probable dans le contexte des milliers d'articles scientifiques qu'il a lus. Donc il va inventer potentiellement des références, des théorèmes, des chercheurs qui n'existent pas, des universités dans lesquelles travaillent ces chercheurs qui n'existent pas non plus, et ça lui pose aucun problème, parce qu'en fait, il n'a pas une base de faits. En fait, il génère le texte le plus cohérent avec ce qu'il possède comme information préalable et l'entraînement qu'il a eu. Donc tout l'enjeu de connecter ces IA génératives avec des bases de faits qui soient fiables, qui soient spécialisées dans différents types de problèmes. Et comment ça se fait que l'un arrive après l'autre ? C'est qu'on réfléchisse à ces questions-là après l'arrivée finalement de cet outil. Vous direz, pourquoi les gens d'OpenAI ne se sont pas posés ces questions avant de mettre... Pourquoi ces questions d'éthique arrivent souvent après la création d'un outil ? Je pense qu'en fait, on est dans l'urgence de la création. C'est des outils qui viennent de la Silicon Valley, où on est dans le mode start-up, la recherche de valeur à tout prix est très rapide, où finalement on a une compétition internationale extrêmement violente. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Donc effectivement, on met en ligne, même si ça marche qu'à moitié, même si les garanties derrière de qualité de l'information, etc., sont pas très bonnes. Aujourd'hui, ChatGPT, en fait, il y a une armée de personnes derrière qui vont essayer de profiler certains types de questions pour fermer des réponses problématiques, climato-sceptiques, phallocrates ou autres. Le système, comme il a été entraîné sur l'ensemble des données d'Internet, ou peu s'en faut, il va reprendre ce qu'il lit, et pour l'en empêcher, on est obligé de faire des systèmes par-dessus pour bloquer des morceaux. Comment vous expliquez que cet outil-là, ChatGPT, serait une intelligence artificielle à bannir de l'éducation ? C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé d'intelligence artificielle au service donc, du système éducatif. Sur cet outil particulier, on a l'impression qu'il y a eu plus de contre que de pour. Voilà, on en a plutôt dit on n'en veut pas, nous. Il y a même des établissements de l'enseignement supérieur qui ont dit nous, chez nous, ce sera interdit. Voilà, on a l'impression que pour la première fois, il y a un sujet là de dire est-ce qu'on l'accepte ou non
au sein du système éducatif? Je pense que c'est un peu un faux débat. Effectivement, on a Sciences Po qui a pris fameusement, qui a pris des restrictions extrêmement fortes, avec des sanctions très fortes, très dures pour les élèves s'ils se servent de ça. Mais quelque part, c'est un aveu de faiblesse. En fait, c'était comme quand on interdisait les calculatrices quand elles sont arrivées et qu'on disait non, les enfants, ils devraient apprendre à calculer par eux-mêmes. Mais parce que c'est possible de s'en servir à bon escient. Bien sûr que c'est possible de s'en servir à bon escient. De même qu'une calculatrice, elle ne vous rend pas idiot par rapport à utiliser une règle à calcul ou poser vos additions sur une feuille de papier. Simplement, il faut quand même garder l'expertise et l'esprit critique et maîtriser les fondamentaux pour ne pas devenir complètement dépendant de ces outils-là. Et ça, c'est pas évident. Enfin, aujourd'hui, oui, vous avez une moins bonne mémoire que probablement un homme préhistorique qui doit se rappeler des milliers de choses pour survivre. Vous savez moins bien calculer qu'un élève des années 60 parce que, si vous voulez voir son bac, il devait être extrêmement bon en calcul mental. En contrepartie, vous avez accès à des informations beaucoup plus larges, vous avez appris à les traiter beaucoup plus largement. Demain, peut-être, si la faculté de faire un résumé d'un texte est bien meilleure dans le cadre d'un ordinateur que la vôtre, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage comparatif pour vous concentrer sur autre chose? Votre capacité de cerveau, elle reste la même. Vous pouvez la concentrer sur autre chose. Où en est-on du déploiement de ces nouvelles pratiques au niveau national? Est-ce que l'utilisation de l'IA, elle est réservée à un cercle restreint encore d'établissements? On en est où, vous? Quel est votre constat? On est dans l'expérimentation pure. Actuellement, il y a pas du tout de mouvement organisé à l'échelon national. Alors, il y a des groupes de travail. Dans le supérieur, vous avez les GTNUM, des groupes d'expertise. Enfin, nous, on anime aussi une communauté qui s'appelle Prof-chercheurs, où ils se posent aussi ces questions-là, mais dans un cadre beaucoup plus global du traitement des questions éducatives dans leur ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les enseignants leaders, un petit peu, expérimentateurs, qui ont envie de se saisir de sujets et de tester plein de choses. Ça foisonne dans tous les coins. Donc, dans les meilleurs cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en réseau. Et justement, je vous mentionnais Open Education Global. Ils vont essayer de trouver les bonnes et les mauvaises pratiques et de les partager dans un esprit open source. Donc ça, c'est très positif. Il y a ceux qui ferment complètement la porte. Et puis, la grande majorité sont attentistes, en fait. Ils ne voient pas encore comment ça va les impacter. Voire certains, ils n'ont peut-être même pas encore entendu parler. C'est difficile de voir l'impact. Donc l'IA au service, il nous reste 20 secondes. L'IA au service, on en a parlé des étudiants, évidemment, des élèves, des enseignants aussi, finalement, de tout le système, de tous les acteurs du système éducatif. On terminera là-dessus. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, l'IA, elle permettrait une éducation plus inclusive, plus adaptée à chaque enfant, qui prenne en compte ses spécificités, une sorte de mentor un peu toujours disponible, qui n'a pas l'efficacité d'un humain, clairement. Il n'y a pas la même affectivité, la connaissance. On ne remplacera pas le professeur. Mais néanmoins, on peut le compléter et on peut aussi, là où le professeur est seul face à 40 élèves, avoir quelque chose qui peut l'aider à s'adapter spécifiquement à chaque enfant. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Éric Chérel, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le directeur du pôle écosystème numérique du Learning Planet Institute. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé intelligence artificielle dans l'éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Education. À très vite.